Bienvenue à tous et à toutes à la conférence internationale d'Educate.b sur l'éducation et le travail décent. Alors, Educate, c'est la plateforme belge pour l'éducation et la formation au sein de la coopération au développement. Il est actuellement 13 heures à Bruxelles et voilà, nous allons commencer. Aujourd'hui, vous assistez à la première session pratique des 4 webinaires qui auront lieu chaque mardi au cours de ce mois de novembre. Ces webinaires font partie du programme complet de la conférence internationale sur l'éducation et le travail décent, qui a débuté le 17 octobre avec une session générale. Les enregistrements et présentations de cette session d'ouverture sont disponibles d'ailleurs sur notre site www.educate.b. Alors, la conférence est organisée par Educate.b, avec le soutien technique et financier du VVOB, de l'APF et du gouvernement belge. Educate remercie chaleureusement les organisations membres, ses partenaires, tous les intervenants et vous, les participants. La session d'aujourd'hui est co-organisée par l'APF et Plan International Belgique et aura une durée de 98 minutes. Mon nom est Pascal Montoisy et je travaille actuellement pour l'APF en tant qu'administrateur des programmes au Maroc. Je suis aujourd'hui votre modérateur. Et au nom d'Educate.b, je remercie tous nos partenaires et les intervenants. La session à laquelle vous assistez parle de l'inclusion et nous aborderons différentes approches pour assurer une transition vers l'emploi décent. 4 cas pratiques allant du Sénégal à la Palestine, en passant par Haïti et le Rwanda, vous seront présentés en se focalisant sur les pratiques de terrain au niveau de l'inclusion des personnes en situation de handicap, des réfugiés, ou des filles ou des jeunes femmes en situation d'extrême vulnérabilité. Avant de donner la parole aux intervenants, je voudrais encore profiter de cet instant pour vous rappeler quelques informations techniques. La session, bien sûr, sera en français et en anglais. Donc, vous pouvez activer la traduction en appuyant sur le bouton que vous trouvez en bas de l'écran et qui ressemble à un petit globe. Alors, je remercie d'avance les interprètes. Et bien sûr, si vous ne voulez pas de traduction, eh bien, restez comme vous êtes. Voilà. J'attire votre attention sur le fait que la session sera enregistrée. Today the session will be in French and in English, and we have foreseen 2 interpreters. If you want to hear in English the English version, activate the button on your screen, and if you want to listen to the original version, do not activate it. I also want to highlight that the session will be recorded. During the interventions, you can put questions in the chat. We will collect them and ask them to the speakers. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les déposer dans le chat box. Et après chaque présentation, nos orateurs prendront du temps pour y répondre. Le webinaire sera enregistré et sera disponible sur notre site internet, que je vous rappelle, le www.educate.b. Et toutes les présentations sont téléchargeables sur le site après la conférence. N'hésitez pas non plus à partager vos impressions via les réseaux sociaux avec le hashtag #for-decentwork. Voilà, il est bientôt 1h05 et nous allons commencer avec notre premier intervenant, qui est M. Samba Fatimbai, de la Community Engagement Coordinator for International Plan au Sénégal. Donc, Samba Fatimbai a 26 ans d'expérience dans la gestion de programmes et la formation de personnes vulnérables. Il travaille depuis l'an 2000 pour Plan International et depuis 2022, il occupe le poste de coordonnateur de l'engagement des communautés. Samba Fatim nous parlera du programme REGIC, c'est-à-dire le renforcement de l'égalité des genres et de l'inclusion dans les centres de formation professionnelle au Sénégal et plus précisément à Saint-Louis. Voilà. Cher Samba Fatim, vous avez la parole.
Samba, est-ce que je peux vous demander d'activer votre micro, s'il vous plaît? Oui, C'est merci bon? Oui, beaucoup. voilà. Oui, voilà, c'est bon, je vous Merci, entends. merci beaucoup. Merci Marie, merci beaucoup à Pascal, donc et à l'ensemble des personnes qui ont eu à participer à cette importante rencontre conférence. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le projet REGIC, renforcement de l'égalité des genres et de l'inclusion dans les centres de formation professionnelle, qui s'est déroulé au Sénégal au niveau de la région de Saint-Louis. Donc, comme vous le savez, euh, je pense que, comme vous le savez, le projet REGIC est un projet qui s'est déroulé au courant de COVID-19. Et vraiment, au niveau du Sénégal, l'État du Sénégal est en train de faire des actions, mais le marché du travail peine à garantir les opportunités au niveau des jeunes, qui constituent déjà la moitié de la population du Sénégal. Il s'y ajoute aussi qu'au niveau de la formation professionnelle, il y a peu de structures qui existent au niveau des régions en dehors de Dakar. Donc ça, c'est un problème global. Et aussi, on note au niveau des femmes et des filles qu'ils sont confrontés à des accès limités et inégaux aux services éducatifs et aux services économiques. Je pense que ça, c'est des éléments qui font qu'on a des difficultés par rapport à la formation professionnelle de manière globale au niveau du Sénégal. Il faut ajouter aussi que l'emploi des jeunes, et notamment les jeunes femmes et les jeunes hommes en situation de handicap, est marqué par un accès à un travail décent particulièrement difficile. C'est vrai que c'est difficile que ces jeunes-là, ces jeunes qui sont des femmes ou bien qui sont des filles ou qui sont victimes d'handicap acquièrent un travail décent. Donc, ici, je te l'ai dit tout à l'heure que le projet aussi était élaboré au niveau en crise, au niveau de la crise COVID-19, qui avait vraiment un impact sans précédent sur les opportunités économiques et sociales au niveau global. Donc, c'est dans ce cadre-là que Plan Sénégal a utilisé des fonds de Wallonie-Bruxelles, donc une structure au niveau de la Belgique, qui a financé le projet à hauteur de 72 000 euros. Donc, c'est un projet qui a duré pour 12 mois. Donc, le projet avait pour objectif déjà de contribuer à l'amélioration de l'accès des formations professionnelles de qualité à un environnement sûr et inclusif pour les jeunes et les plus vulnérables. Et aussi, pour les objectifs spécifiques, c'était de renforcer l'accès et le maintien des jeunes femmes et des jeunes hommes, et particulièrement ceux qui vivent avec un handicap, à des formations professionnelles dans un contexte exempt de violence, favorisant l'égalité de genre dans la région de Saint-Louis. Donc, le projet est bâti autour de 3 résultats. Le résultat 1, qui avait comme cible les jeunes femmes et les jeunes hommes, donc pour qu'ils acquièrent des compétences nécessaires et se mobilisent pour protéger contre les violences basées sur le genre. L'autre résultat, c'était axé vers les communautés, donc les communautés, les chefs religieux, les leaders d'opinion, à ce qu'ils soutiennent les jeunes femmes, en particulier celles en situation de handicap, pour des choix éclairés des filières porteuses. Je pense que ça, c'était important. L'autre résultat s'est porté sur les institutions de l'État, donc pour qu'ils renforcent leur redevabilité à l'égard de la formation professionnelle des jeunes femmes et des jeunes hommes en situation de handicap. Donc voilà vraiment les objectifs sur lesquels le projet et le résultat sur lesquels le projet s'est basé pour vraiment donner une réponse à ces jeunes qui sont vulnérables. Voilà, donc le projet s'est bâti sur un ensemble d'approches. Hein. L'approche, certains sont développés en le développement de compétences des filles et des garçons âgés de 15 à 24 ans. L'égalité de genre aussi, qui est une approche explosive qu'on a démarrée, et je pense qu'on va revenir sur ça. Il y a aussi les groupes vulnérables. On parle de femmes, on parle de personnes vivant en handicap. Il y a le développement de partenariat qui est un axe important par rapport à ce projet, la promotion de l'entrepreneuriat et l'influence. Donc, c'est vraiment ces approches-là sur lesquelles on s'est basé pour vraiment élaborer et faire des actions concrètes au niveau du terrain. Next. Et en termes de cible, on avait 1000 au global, 1000 jeunes filles. Donc, 950 jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans au niveau des centres de formation et 50 jeunes, dont 30 femmes et 20 garçons au niveau des centres de formation par rapport aux personnes vivant un handicap. Donc, c'est globalement les 1000 jeunes qu'on a visés dans le cadre de ce projet-là. Next.
En termes d'activité, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé, je parlais tout à l'heure de renforcement de capacité, on a fait des formations avec des enseignants, donc des enseignants qui assurent les cours au niveau de ces écoles-là, des centres de formation. On a formé 100 enseignants qui, à leur tour, ont formé les jeunes, donc 1200 jeunes filles âgées de 15 à 24 ans ont été formées en égalité de genre, sur la confiance en soi et le plaidoyer. De même, 823 jeunes de la même tranche d'âge, 15, 25, 24 ans, ont été formés en communication digitale et en communication numérique. Aussi, on a mis en place ce qu'on appelle le comité de veille et d'alerte. C'est un comité, c'est un instance qui vraiment qui lutte pour la protection des enfants. Donc, c'est un mécanisme communautaire pour la veille et l'alerte au niveau de ces centres de formation. Next. On a aussi encouragé les médias. Ça, je pense que c'est un élément important, le rôle des médias en termes de plaidoyer, en termes de sensibilisation, pour encourager les jeunes femmes à choisir les filières porteuses. C'est un élément important. La plupart des formations que faisaient les filles, c'était des formations un peu qui ne sont pas masculines. La plupart, il y a des formations qui se dédiées aux hommes, alors que c'est des filières porteuses. Donc, on a vraiment boosté, encourager ces jeunes-là pour vraiment accès à ces genres de formation. Il y a aussi l'appui des femmes en situation de handicap à s'inscrire à leur propre compte. Là aussi, c'est un élément, c'est l'élément clé du projet, c'est vraiment l'insertion des jeunes, de 50 jeunes qu'on a eu à appuyer pour vraiment leur insertion, à avoir un métier décent et qui sont en train vraiment de s'exercer dans leur rôle. On a aussi la promotion de rôle modèle. On va revenir. C'est quoi en fait le rôle modèle? On va revenir parce que c'est très important en termes d'approche qui nous a permis vraiment de réussir aussi le projet. Next. On a aussi tenu des campagnes de sensibilisation au niveau national, au niveau local, pour que vraiment les parents puissent comprendre le rôle que joue la formation professionnelle. Parce qu'il y a des barrières, hein, il y a des barrières parce que la plupart, les jeunes qui sont handicapés au niveau du Sénégal, les parents ne veulent pas qu'ils accèdent à l'école, qu'ils fassent des formations professionnelles. Donc, c'est un tabou. Donc, c'était au projet vraiment d'enlever cette barrière-là, de faire de sorte que les parents aient l'information pour vraiment amener leurs enfants en formation au niveau de l'école. Il y a aussi le rôle, il y a aussi le plaidoyer. On a fait des plaidoyers. Comme vous le voyez au niveau de la photo, il y a les gouverneurs qui sont là. Et autour de ces discussions, on voudrait vraiment renforcer le plaidoyer au niveau de ces pour qu'ils prennent en compte les éléments qui sont des éléments importants de redevabilité au niveau des centres de formation. Il y a aussi l'organisation des forats pour les personnes handicapées. Ça aussi, c'est très important pour que les gens sachent que vraiment, il y a des choses à faire en tant que handicap. On peut faire quelque chose. Donc, c'est possible de le faire. Et les parents aussi ont droit à vous appuyer pour que vraiment que puisse réussir comme quelqu'un qui n'a vraiment, je ne dis pas d'handicap, mais qui n'a pas de problème d'handicap en quelque sorte. Ça doit être la même chose pour tous les enfants et tous les jeunes. Oui, allez-y. Next. Donc, qu'est-ce qui a favorisé le succès au niveau de ce projet-là? Donc, au niveau de ce projet, ce qu'on peut retenir en termes de réussite, c'est vraiment la mise en œuvre. Comment le projet a été géré? Parce que le projet a été géré autour de l'inspection d'académie, c'est-à-dire c'est la structure académique qui est redéveloppée par rapport à ça. Donc, Plan n'a pas géré le projet, mais c'est cette structure académique qui fait le suivi au niveau académique, au niveau des centres de formation, à qui dépendent les centres de formation qui ont géré ce projet avec le suivi de plan et l'ensemble des acteurs. Je pense que ça a été vraiment un élément important en termes de redevabilité, mais aussi en termes de skill après. Donc, après, est-ce que vraiment le projet va être vraiment démultiplié à la fin du projet parce que les inspections, les inspecteurs savent que le projet est pertinent et qu'on peut le dérouler quelque part au niveau des autres centres de formation. Il y a aussi l'existence de ce qu'on appelle le comité de pilotage. Le comité de pilotage est bâti autour d'un certain nombre d'organes. Tous les acteurs qui gravitent autour de la formation professionnelle, autour de l'handicap, autour de la vulnérabilité, ont vraiment accès à ce comité, les éducations, les autorités administratives, les représentations des associations de vie de personnes vivant en handicap,
l'action sociale, les enfants, les jeunes, tout ça ont été représentés autour de ce comité de pilotage qui avait le rôle de mettre en œuvre et d'orienter. Donc, on a vu aussi que la formation, le projet a donné des opportunités de formation à des domaines que le centre ne prenait pas en charge. Par exemple, la confiance en soi, le leadership, le genre. Donc, c'est des éléments sur lesquels vraiment, on ne trouve pas au niveau des centres de formation, alors que le projet vraiment a offert ces thèmes-là aux jeunes qui étaient vraiment intéressants. Donc, on a aussi la prise en conscience de l'aspect genre, surtout auprès des apprenants qui ont conscience que vraiment c'est important, surtout par rapport aux jeunes hommes, avec la masculinité positive. Quel rôle ils doivent jouer pour vraiment booster, pour accompagner les filles, pour accompagner les personnes vivant en handicap. Il y a aussi l'augmentation du flux de communication. La communication est encore plus fluide avec les inspections, avec les autorités administratives qui participent aux activités. Je pense que ça aussi, c'était vraiment un élément important dans le processus du projet. Il y a l'adhésion des populations, ces populations qui ont vivement adhéré à ce projet-là en venant, en demandant, mais aussi en venant avec leurs enfants, leurs jeunes qui sont victimes d'handicap, qui sont victimes pour comprendre comment ils peuvent bénéficier de ces formations. Je pense que ça aussi, c'est un élément important. Et vous savez aussi, au niveau du Sénégal, les autorités religieuses et coutumières ont un rôle important et ils l'ont joué dans le cadre du projet en termes de sensibilisation et en termes de mobilisation. Next. Oui, il y a la communication, donc il y a la collaboration mutuelle, il y a le fait que vraiment les jeunes ont été formés en culture numérique, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi le fait qu'on a vraiment eu des personnes qui ont bénéficié de projets et qui sont devenus des entrepreneurs, qui ont leur propre business et qui sont en train d'exercer et avoir un travail décent. Au moins 100 qui sont 50 jeunes, dont 30 femmes et 20 garçons qui sont en train de s'exercer et qui sont en train de vraiment faire un travail décent. Je pense que ça aussi, c'est un élément important. Mais aussi le rôle modèle. Je vais revenir sur le rôle modèle tout à l'heure, mais je pense que ça aussi, c'est un élément important en termes de succès. Oui. Next. Oui, donc tout ça, si on pouvait revenir sur quelles sont les leçons apprises, on peut dire que vraiment la dynamique de partenariat est un élément important. Et je pense que c'est un principe de plan de bâtir des meilleurs partenariats pour promouvoir les droits des jeunes femmes et l'égalité des genres. Et on l'a réussi et ça a permis au moins d'amplifier aussi la voix de ces bénéficiaires-là dans le cadre du projet. Mais aussi, il faut dire que l'initiative rôle modèle a été un élément important. C'est quoi l'initiative rôle modèle? C'est qu'on voit, on a identifié 2 jeunes filles qui sont des personnes handicapées, qui sont qui ont un métier, qui ont leur business, donc leur entreprise. On les a vus, on a fait des films, ils ont expliqué le parcours et à partir de là, vraiment, on l'a mis en vidéo, on a organisé de grandes rencontres et lors de ces rencontres-là, ces jeunes femmes-là ont montré le parcours. Je pense que c'était vraiment émouvant et ça a permis aux jeunes handicapés qui étaient là de dire que maintenant c'est possible quand même. Parce qu'il disait, peut-être quelqu'un qui disait tout à l'heure, je vais paraphraser, l'handicap c'est un problème, c'est pas un problème mental, mais c'est un problème qui n'est pas vraiment forcément un handicap en fait, parce que tout le monde peut avoir accès à des compétences de vie et avoir un métier. Il y a aussi l'insertion. On a parvenu à insérer avec le maigre moyen 50 jeunes filles qui sont entrées actuellement d'avoir leur propre business et de s'exercer elles-mêmes. Je pense que ça, vraiment, c'était un élément important. La communication numérique, je pense que c'était important. Ils l'ont dit, les jeunes ont dit que maintenant, ils sont libres de faire des recherches qui sont vraiment bénéfiques, de partager, de faire des publications, de faire des ventes en ligne avec les activités qu'ils sont en train de mettre. Et ils ont découvert avec WhatsApp Business que vraiment c'est un outil de promotion de l'activité entrepreneuriale. On a parlé aussi de l'influencing, le plaidoyer. Parce qu'autour de ce projet, on a essayé d'amener les autorités administratives à prendre la responsabilité de dire qu'il y a certaines choses au niveau des centres, il faut qu'on trouve des solutions et c'est leur responsabilité. Et sur le champ, avec les autres acteurs, ils ont reconnu ce qu'ils doivent faire et ils ont pris des engagements.
comme par exemple l'aménagement de rampes et tout ça, parce que c'est des problèmes d'accès, c'est des problèmes sociaux que les gens sont en train de vivre et qui doivent être pris en charge par ces autorités-là. Si on parle d'autres qui, je pense que j'ai parlé de l'égalité des gens, je pense que c'est très important. La masculinité positive qui a été faite, le renforcement des capacités de ces jeunes en termes d'égalité de genre, en termes de possibilités, en termes de confiance en soi, vraiment a été un élément dynamiseur par rapport à la réussite du projet. Je pense que tous ces éléments-là ont conclu qu'on a eu, avec ce projet, qui a une durée de 12 mois, qui est vraiment très limite en termes de recommandations, 12 mois, avec un budget qui envisage les 75 000 $, euros du moins, 75 000 euros. Donc, c'est montrer que cet élément-là, un problème de budget, un problème de durée de projet, peut ne pas être un handicap, mais peut être bénéfique. Et on l'a découvert autour de ce projet parce qu'on a géré d'autres projets qui étaient beaucoup plus ambitieux en termes de montant, beaucoup plus ambitieux en termes de durée, mais avec ce projet-là, on a vraiment parvenu à réussir. Donc, voilà, je pense que j'ai un peu arrivé à la fin pour dire que pour les recommandations sur ce projet, il y avait deux éléments. C'était les éléments sociaux, parce que c'était important, parce que le projet n'a pas travaillé sur ça. Alors qu'au niveau des handicaps, on a des enfants handicapés, des gens handicapés qui ne peuvent pas accéder à la formation professionnelle parce qu'ils ont un problème social. Ils ne peuvent pas accéder parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion pour aller. Ils n'ont pas de fourniture parce que vraiment la famille a des problèmes économiques. Tout ça, donc, pour que vraiment qu'on ait au moins des bourses d'études et autres, des kits de formation pour vraiment renforcer la formation de ces jeunes-là, pour qu'ils aient accès et qu'ils restent, parce que c'est ça. Il y a l'accès aussi, il y a le maintien au niveau de ces centres. Ici, l'accessibilité des centres aussi a été un élément important. Et on a travaillé avec les autorités administratives qui ont un rôle aussi de faire de l'environnement de ces centres-là des environnements favorables à la formation professionnelle de tous les enfants, y compris ceux qui sont en situation de handicap. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cher Samba Fatim, on voit que vous êtes passionné en tout cas, très bel exposé. Merci. Alors, avant de céder la parole à l'intervenant suivant, peut-être avons-nous des questions dans le chat box. Juliette, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup Pascal. On a la question de Thorsten. Il a demandé bonjour et merci déjà. Y a-t-il d'autres filières porteuses que la couture et la construction en ciment? Est-ce que tous les jeunes peuvent devenir auto-employés? Il y a aussi une autre question de Andy Massamba qui dit bonjour à celui qui pense au moins donner un coup de pouce aux jeunes pour une motivation à l'apprentissage de la technologie. Il y aura le soutien avec un point d'interrogation. Samba Fatim, je peux vous demander de répondre très très brièvement pour que nous puissions rester dans les temps, s'il vous plaît? Merci. Oui, je pense que peut-être la deuxième, c'est des contributions, si je comprends bien. La première, c'est la question, est-ce qu'il y a d'autres filières telles que la couture ou autres? Oui, je pense qu'il y a d'autres filières, beaucoup de filières là. Parce que, bon, au niveau du Sénégal, du moins, il y a les filières en termes de formation en élevage bovine et ovine, mais aussi il y a des formations qui sont des formations innovantes. Parce que le projet a été mis avec des centres de formation qui innovent au niveau local, rural. Donc, il y a des projets comme par exemple donc, la plomberie. C'est vraiment des filières que les gens adoraient et qui n'existent pas pratiquement dans les zones. Donc, c'est des filières porteurs qu'on pouvait investir, qu'on est en train d'investir. Et pas d'autres aussi projets qui ne sont pas seulement des coutures, coiffures ou autres. Il y a beaucoup que les jeunes peuvent avoir. OK. Merci beaucoup, Samba Fatim. Merci. Alors, notre second orateur sera Kenitra Marti Ninziza du Rwanda, qui est chargé de la coordination des activités à la Maison Shalom. Kenitra est originaire du Burundi, où il a obtenu son diplôme d'ingénieur urbaniste.
Et suite à la crise politique dans son pays, il vit actuellement au Rwanda depuis 2015. Depuis 6 ans, il travaille dans la maison Shalom au camp des réfugiés de Mahama. Il est chargé de la coordination des activités. Voilà. Cher Kenitra, vous avez la parole. Merci beaucoup, Pascal. Merci à tout le monde et surtout, je félicite Samba pour le très bon exposé qu'il a fait. Comme Pascal l'a dit, je m'appelle Kenitra Marty et je travaille pour Maison Shalom. Maison Shalom est une organisation internationale qui œuvre dans le domaine. Excusez, attendez, ok. Alors, comme je le disais, je m'excuse, Maison Shalom est une organisation internationale qui vient en aide aux personnes les plus défavorisées en créant certaines opportunités pour le développement, pour le développement, en rapport avec le développement et la transformation. Elle intervient surtout en faveur de la communauté qu'elle sert en se basant sur certaines valeurs qui sont en quelque sorte la dignité, la compassion, l'humilité, l'intégrité et l'harmonie. Alors, les programmes de la Maison Shalom incluent les domaines clés d'un développement intégral et durable, à savoir la santé, l'éducation formelle, la formation professionnelle, l'éducation à la paix, l'éducation à la culture, mais aussi la promotion des activités génératrices de revenus. Alors, comme Pascal l'a si bien dit, c'est la crise politico-sécuritaire qu'a connue le Burundi depuis l'année 2015 qui a fait que la Maison Shalom déplace ses activités dans le pays voisin, le Rwanda. Nous travaillons actuellement dans 3 districts du Rwanda. Nous avons d'abord un bureau national dans la ville de Kigali, un bureau à l'est du Rwanda dans le camp des réfugiés de Mahama et dans le district de Bugesera, ainsi qu'un bureau au sud dans le district de Rouillé. La Maison Shalom vient en aide aux personnes les plus défavorisées à travers les programmes tels que l'éducation, l'appui psychosocial, l'appui économique. D'aucuns d'entre vous pourraient se demander que pouvons-nous entendre à travers ces programmes. Alors, par éducation, on peut comprendre... vous m'entendez très bien? Alors, on vous entend bien, il n'y a pas de problème de son. Mais Oui. Très bien. Oui, merci. Alors, merci beaucoup, Marie. Alors, je disais, par éducation, on peut comprendre, par exemple, l'appui, je dirais un appui total, matériel, minerval pour des élèves du primaire, du secondaire, pour ceux qui suivent aussi la formation à l'université. Mais encore, nous avons nos bénéficiaires bénéficient d'un programme en formation en métier. Alors, pour continuer, par appui psychosocial. Par appui psychosocial, nos psychologues viennent en aide aux victimes par une approche, je dirais, psychothérapeutique de groupe, soit psychothérapeutique de groupe ou psychothérapeutique individuelle, mais aussi par un appui en mutuelle de santé. La mutuelle de santé, c'est comme une assurance qui aide nos bénéficiaires à pouvoir être pris en charge, dans le domaine de la santé. Mais aussi, on les aide par des techniques d'accompagnement psychosocial ou encore par une aide en vivre ou en non-vivre. Et pour terminer, par rapport économique, on peut comprendre le financement des petits projets tels que les boutiques alimentaires qui font vivre les gens par des subventions en nature ou au groupement. Alors, le besoin de venir en aide aux différentes catégories de personnes nécessiteuses et essayer par la même occasion de toucher une grande partie de la communauté des réfugiés vivant ici au Rwanda a conduit la Maison Shalom à faire certaines activités. J'essaie de voir accès aux slides. OK. Peut-être que je vais procéder comme Oui. Sam va dire next et tout ça. Vous pouvez passer au slide suivant, si vous voulez. Très bien. Vous pouvez avancer le slide, s'il vous plaît. Oui. Alors, ce que vous voyez sur nos écrans sont, je dirais, les programmes de la Maison Shalom. On parle d'éducation et développement des compétences,
de l'appui économique et de l'appui psychosocial que j'avais essayé d'un tout petit peu de résumer. Alors, pour essayer de bien servir la communauté, la Maison Shalom a créé en zone urbaine un programme d'encadrement préscolaire au profit des petits-enfants, je dirais, de la gardienne de la garderie. Ce programme permet aux petits-enfants qui ont de bénéficier en même temps d'une certaine formation de base en éducation, mais aussi d'une bonne alimentation, parce qu'on s'est rendu que la plupart d'entre eux, on s'est rendu compte que la plupart de ces petits-enfants étaient mal nourris. Alors, elle a aussi créé un programme d'appui universitaire, comme je viens de dire, un programme de formation en métier, et les métiers qui font partie de cette formation sont, en d'autres termes, l'art culinaire, et ce qu'on appelle le food and beverage. Ce sont des métiers porteurs, on s'est rendu compte que c'était des métiers porteurs. La Maison Shalom, toujours en milieu urbain, la Maison Shalom a ouvert un parc informatique ainsi que l'ouverture d'une école internationale avec le système IB qui veut dire International Baccalaureate, pour toujours essayer de voir comment mieux servir la communauté. Et en zone rurale, pas zone rurale, on peut entendre les camps de réfugiés. En zone rurale, Maison Shalom a installé des ordinateurs dans son bureau, au camp de Mahama. Ces ordinateurs ont une bonne connexion Internet et toujours au profit de la communauté et du camp de Mahama. La Maison Shalom peut aussi bénéficier d'un appui matériel didactique aux différentes écoles toujours de la région de l'Est. Mais aussi les jeunes réfugiés, que ce soit de la communauté ou de la communauté du camp de réfugiés, bénéficient des formations toujours en art culinaire, en artisanat du cuir, en menuiserie et en coiffure esthétique. C'était tout juste une petite présentation au cas où quelqu'un aurait besoin de connaître mieux sur l'action de Maison Shalom. Mettez-le, voilà, avec notre action au Rwanda. Donc, je vais maintenant parler du partenariat ACTEC Maison Shalom, et ma présentation portera sur la contribution à l'inclusion socio-économique des jeunes réfugiés défavorisés au Rwanda. Alors, depuis le mois de janvier 2022, a débuté un programme de 5 ans. Ce dernier vise à améliorer l'employabilité des personnes vulnérables à travers des formations professionnelles telles que les métiers que j'avais dit avant, l'art culinaire et tout ça, et des formations entrepreneuriales. Alors, l'objectif de ces formations est de pouvoir d'essayer de mieux répondre aux attentes des employeurs existants, en essayant de développer la compétitivité des lauréats en métier, que ce soit sur le marché du travail, mais aussi à propos de leur épanouissement personnel. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on choisisse d'agir de la sorte? Alors, il y avait un grand nombre de défis. Je pourrais en citer par exemple un grand nombre de lauréats. Lorsque je dis lauréats, je veux parler des personnes qui venaient de terminer leur formation en métier. Un grand nombre de lauréats ne pouvaient pas obtenir un emploi décent et préféraient retourner dans les camps des réfugiés, alors que ce n'était pas l'objectif de la formation. Mais encore, un grand nombre de ces jeunes lauréats préféraient s'orienter vers d'autres activités sans se soucier de la formation je dirais, qu'ils avaient reçue, ou encore ceux qui arrivaient à trouver du travail n'arrivaient pas à mieux gérer l'utilisation des machines qu'ils pouvaient trouver sur le lieu de travail. Mais encore, la plupart d'entre eux ne pouvaient pas, produire des documents administratifs nécessaires pour l'obtention de ce travail. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait? Là, j'arrive au point des résultats, bonnes pratiques et leçons apprises. On a commencé premièrement par la sélection des apprenants. On s'est rendu compte qu'on devrait améliorer la procédure de sélection et que les apprenants choisis devaient avoir au moins des formations de base, avoir au moins terminé le cycle du secondaire pour pouvoir se prononcer, ne pas avoir un problème de langue. Ça, c'était le premier critère qu'on a amélioré. La seconde chose qu'on a faite, c'est le Career Guidance. Career Guidance, c'est guide de carrière. Donc, on a introduit cette période que je pourrais appeler de travail intensif de 2 semaines dans le programme de formation. Qu'est-ce qu'on fait? Nous amenons ceux qui seront au futur leurs formateurs, et je précise en passant que la sélection de ces formateurs
aura été fait d'une façon, je dirais, serrée, aura été fait au préalable. Et ces formateurs rejoignent les futurs apprenants dans ces séances de career guidance où ils les informent sur les différentes étapes de la formation, à quoi s'attendre, quels sont les avantages que la formation pourra leur offrir. La troisième chose, c'est la variation des langues. La variation des langues, c'est... vous voyez, pour la plupart de ces jeunes gens, ils ont peur de se prononcer en public, et surtout en tenant en considération ce qui les a fait fuir dans les pays, depuis le Burundi. Peut-être la plupart d'entre eux ont été torturés. Alors, ce que nous on fait, on les aide à pouvoir se prononcer en public pour essayer d'éliminer la notion de peur. On crée des sessions de débat en public, et ce, dans différentes langues, que ce soit en français, en anglais, soit en français ou en anglais. Ce qu'on peut faire, on peut avancer de slide, s'il vous plaît. Encore. Je pense que j'ai trop parlé. Alors, mais encore, on a essayé d'améliorer les cours d'information, les cours d'informatique. On les a rendus obligatoires. On les a rendus obligatoires parce qu'on s'est rendu compte que ça a aidé nos apprenants à améliorer leurs connaissances en Word, Excel, PowerPoint, etc. Mais aussi le parc informatique dont je vous ai dont je vous ai parlé avant, nos apprenants l'utilisent pour améliorer, par exemple pour les apprenants en art culinaire, faire des recherches sur les cours qu'ils ont reçus pendant la journée. On a aussi créé une bibliothèque virtuelle qu'on a appelée l'e-learning. C'est comme un moteur de recherche. Et là, les apprenants peuvent trouver des vidéos pour la préparation des plats qu'ils auront appris. Le slide suivant, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Alors, toujours sur les résultats et les bonnes pratiques, il faut aussi noter que durant la période de formation de 6 à 8 mois, période de formation qui dure de 6 à 8 mois, elle est composée par beaucoup plus de travaux pratiques intenses. Bon, je pourrais me permettre de dire que les 80% de la formation sont basés sur des travaux pratiques, mais aussi on a essayé de développer, maximiser la formation par l'achat d'un bon équipement. Par exemple, on a effectué l'achat de machines de pâtisserie, ou encore des machines très développées pour l'artisanat du cuir. Mais encore, on a développé l'aspect entrepreneurial. L'aspect entrepreneurial, next slide, please, le prochain slide. Voilà. On a, comme je vous disais, développé l'accès entrepreneurial. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'exécution des séances de formation en entrepreneuriat. Cette activité est considérée comme préparatoire à la fin de la formation. Et elle permet la création des coopératives ou ce qu'on pourrait appeler des groupements solidaires. Et les projets de ces mêmes groupements solidaires pourront être financés par Maison Shalom à la fin de la formation. Une autre chose que je pourrais dire classée extraordinaire, c'est la création de ce qu'on appelle le bureau de l'emploi. Le bureau de l'emploi, c'est quoi? Ça a été, je dirais, une très grande avancée, et la personne en charge de ce bureau de l'emploi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle établit les contacts entre les apprenants en cours de formation et les responsables des espaces de business, par exemple pour leur créer des espaces hôteliers. Et elle recherche aussi les opportunités de stage et d'emploi pour les apprenants en formation, et organise aussi des visites mutuelles, que ce soit entre les apprenants ou les responsables des commerces. Alors, à la fin, pour terminer, à la fin de la formation, on organise ce qu'on appelle un career fair. C'est comme un salon d'exposition. Donc, c'est à la fin de la période de formation qui va de 6 à 8 mois, mais aussi de la période de stage. C'est là où la Maison Shalom organise le career fair. C'est, comme je vous disais, un salon d'exposition où les lauréats, les apprenants pourront démontrer ce qu'ils ont appris. Merci beaucoup. En quelques mots, c'est ça le résumé de ma présentation. Et ça, c'est quelques photos de différents métiers, donc que ce soit dans les zones urbaines, dans les zones rurales. Voilà.
comme un petit résumé. Pascal, on t'entend pas. Merci beaucoup, Kenitra. Merci beaucoup. Très intéressante ta présentation. Juliette, avons-nous une question? Oui, nous avons une question de la part de Eric Ubi d'APF Rwanda. Alors, il dit en sélectionnant des apprenants qui ont leur diplôme d'études secondaires, n'y a-t-il pas un risque d'exclure les jeunes les plus vulnérables? Avant, APF Rwanda sélectionnait aussi avec ce critère, mais nous sommes revenus au minimum de 9-year Basic Education. Ça, je crois que c'est une question pour Kenitra. Très bien. Pour essayer de répondre à Eric, la sélection, avant, on sélectionnait même ceux qui n'avaient pas encore terminé les études secondaires, mais on se rendait compte qu'il y avait aucune avancée. Il n'y avait aucune avancée et surtout, dépendamment de nos critères de sélection, je pourrais dire qu'on ne peut pas éliminer les plus vulnérables. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de Eric. Donc, pour lui, il dit que donc, en excluant les jeunes qui ont the 9-year Basic Education, then on exclut les plus vulnérables parce que les gens qui ont les diplômes secondaires sont à un niveau d'études plus élevé par rapport à ceux-là qui sont de 9-year Basic Education. Oui. Il faudrait que... Ok, je vais continuer par répondre. Pour essayer de répondre à Eric, il faut qu'il note qu'il n'est pas facile pour les réfugiés du camp de Mahama qui ont terminé l'étude secondaire de pouvoir accéder à l'université. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, on s'est rendu qu'en sélectionnant pour les formations en métier, par exemple, surtout pour l'art culinaire et l'artisanat, en sélectionnant des personnes qui n'ont pas les notions de base, surtout les langues, on se vouait à l'échec. C'est pour cela qu'on a maximisé avec ce critère de sélection. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a mon collègue Janvier qui est chargé qui je vois à lever la main, qui est chargé des programmes à Maison Shalom. Je pense qu'il voulait peut-être m'appuyer pour essayer de répondre aussi à Eric. Cher Janvier, malheureusement, nous sommes très en retard. Donc, je propose qu'il fasse plutôt une réponse via le chat, une réponse écrite. D'accord? Merci beaucoup. Nous aurons maintenant le plaisir d'accueillir et d'écouter Maranaël Clément, qui travaille en fait en Haïti pour l'organisation Hagen. Alors, Maranaël Clément, a une expérience professionnelle en tant que chargé de projet dans le domaine de la formation technique et professionnelle, via le numérique spécifiquement, et principalement destiné aux jeunes en situation de vulnérabilité. Alors, je suis très heureux d'accueillir Maranaël parce qu'elle a acquis sa première expérience au sein de l'APF en Haïti. Et puis après ça, elle a volé de ses propres ailes pour travailler pour Haïti Adolescent Girls Network. Et dans son parcours d'experte en innovation pédagogique, elle exerce à présent diverses responsabilités en favorisant l'auto-emploi ou l'emploi pour soutenir des adolescentes et des jeunes filles vulnérables donc en Haïti. Maranaël, tu as la parole. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Je suis ravie de pouvoir représenter Hagen, qui, elle, est très reconnaissante d'avoir été invitée à cette session technique sur l'inclusion dans l'éducation et le travail décent. Mes félicitations aux précédents intervenants. Donc, ma présentation se porte sur le renforcement des voies d'accès à l'autonomie financière chez les adolescentes et jeunes filles vulnérables. Alors, cela vise à informer et sensibiliser le public sur les méthodes et les initiatives mises en place par Haïti Adolescent Girls Network, Hagen, pour aider ces jeunes à acquérir des compétences, des outils et des opportunités. Donc, je vais faire une brève présentation de Hagen. Ensuite, pour illustrer mon exemple en cas d'approche inclusive, je parlerai de 3 points importants, l'accès à des opportunités génératrices de revenus, appelées aussi AGR,
l'accès à l'épargne, mais aussi une stratégie de formation à distance. Next, s'il vous plaît. Bref, en bref, Again est créé en 2010. C'est une organisation engagée envers l'autonomisation, la sécurité, la santé et le bien-être des adolescentes et les jeunes femmes âgées entre 10 à 24 ans, mais issues de milieux vulnérables en Haïti. Depuis sa création, Again a fourni un appui en termes de renforcement de capacité à une cinquantaine d'organisations communautaires ou locales travaillant à travers le pays. Aujourd'hui, Again dispose d'une plateforme de plus de 5800 filles et femmes de 10 à 24 ans, une plateforme de plus de 80 filles et femmes leaders, on les appelle aussi mentors, coordonnatrices de projets, 14 organisations partenaires, notamment dans plusieurs départements géographiques du pays. Je veux citer le Sud-Est, le Sud, l'Ouest, les MIP, la Grand'Anse, le Nord-Est, mais comprenant les zones en conflit, les zones à haut risque dans le pays. Next. Il est important de souligner la stratégie d'inclusion de Again. C'est peut-être ce qui la différencie des autres organismes en Haïti, parce que Again fait le ciblage des communautés les plus dépourvues, tant en milieu rural, urbain et dans les zones de conflit. C'est-à-dire une attention particulière est accordée à ces endroits où les besoins sont les plus pressants. Et Again fait aussi, Again utilise systématiquement des outils pour la segmentation de la population d'adolescentes et de jeunes en vue du recrutement intentionnel ainsi qu'une cartographie des ressources communautaires pour renforcer l'accompagnement et le référencement. On parle ici des groupes de jeunes entre 10 à 14 ans, entre 15 à 19 ans et des groupes entre 20 à 24 ans. Again fait aussi le recrutement intentionnel sur base de l'évidence collectée des segments de filles laissés pour compte. Cette stratégie s'inscrit dans l'objectif d'inclure des segments de filles qui sont généralement laissés de côté dans des communautés qui, bien que vulnérables, et bénéficient d'interventions. Next. Maintenant, afin de consolider davantage les acquis de ces jeunes, afin de toucher plus de jeunes et soutenir leur autonomisation sur le long terme, Again a introduit l'axe de renforcement économique, ce qui a permis à 3 milliers de jeunes filles environ d'acquérir des moyens et des outils pour accroître leur voix, leurs choix, leurs options, ainsi que leur capacité à participer à la prise de décision concernant leur foyer et leur vie personnelle. Donc, pour ce faire, l'accent est mis sur des points clés que je vais parler ici. D'abord, le développement d'initiatives d'épargne. Ensuite, l'accès à des opportunités d'AGR. Donc, je vais parler des points clés en considérant un effectif de 2116 de nos bénéficiaires, avec parmi elles des participations individuelles à chacun des points que je vais mentionner. Donc, d'abord, le renforcement de l'accès des opportunités génératrices de revenus, ou AGR. Again, à la collaboration d'autres organisations travaillant dans le domaine de l'insertion économique, comme l'APF, comme l'a si bien dit Pascal, à travers son programme d'appui de la création d'emplois et du revenu durable, PACERD, en Haïti, de 2017 à 2022. Ce programme, en partenariat avec l'Institut national de formation professionnelle, INFP, qui représente l'État pour la formation professionnelle en Haïti, ce programme a facilité l'amélioration de l'accès à des formations de courte durée de 341 jeunes filles dans nos zones d'intervention. Donc, ce dispositif de formation mobile de PACERD a été une réponse stratégique aux obstacles auxquels les jeunes femmes étaient confrontées du fait de leur précarité. Parmi ces obstacles, on peut citer la situation de travail domestique
les grossesses précoces, les grossesses non désirées, le travail, le faible niveau scolaire, l'analphabétisme et les situations de handicap. De 2019 à 2022, en partenariat avec des organisations comme la PFE, Fonds Causé, en créole, Fondation pour les écoles, en anglais, Shoulder to Shoulder Foundation, 341 des jeunes filles vulnérables dans le département de Sud, NIP et Ouest ont reçu des formations professionnelles de courte durée dans des secteurs porteurs. Donc, lorsqu'on parle de formations de courte durée, ce sont des formations reparties sur 1 mois, 3 mois, parfois 6 mois. Une stratégie privilégiée par le programme, chaque fois que cela était possible, était de former des mentors, ce qu'on appelle les jeunes filles leaders, pour reproduire la formation reçue. En résumé, ce dispositif de formation a favorisé l'inclusion de jeunes femmes sur le marché du travail en leur offrant des formations certifiées par l'INFP dans divers domaines porteuses, notamment des secteurs traditionnellement réservés aux hommes. Donc, ce résultat a contribué à la promotion du travail décent tout en abordant des problèmes tels la violence basée sur le genre et la vulnérabilité des filles travailleuses de sexe. En ce qui concerne l'accès au crédit, pour répondre aux besoins des femmes et des filles vulnérables souhaitant initier ou développer leurs AGR, un système de crédit a été mis en place sous forme de fonds de roulement et de kits de démarrage. Donc, les femmes ont accès au crédit grâce à un fonds de garantie en leur faveur via un partenariat avec des caisses populaires dans les communautés, même celles situées dans les zones rurales très éloignées. Donc, cela contribue à réduire la dépendance au travail informel et précaire, offrant aux femmes des opportunités plus stables et mieux rémunérées, souvent dépassant les 250 gourdes haïtiennes par jour, c'est équivalent à $2 américains. Alors, pour les kits de démarrage, ils sont souvent conçus pour des AGR spécifiques, offrant aux femmes un point de départ solide lorsqu'ils se regroupent pour créer une unité de production. Donc, durant les années de 2020 et 2021, comme vous pouvez le voir et dans le slide, un appui technique et financier a été apporté à 128 filles vulnérables et en partenariat avec l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, des kits de démarrage ont été distribués à 89 filles, jeunes filles en fin de formation technique et professionnelle. Next. Pour le renforcement de l'accès à l'épargne, la mise en place d'initiatives d'épargne à travers la MUSO, Mutuelle Solidarité, au sein des espaces sûrs appelés espaces pas moins en créole, mais mon espace en français, a joué un rôle essentiel dans l'autonomisation des femmes et des filles vulnérables, car cet outil a permis aux jeunes filles de surmonter les obstacles liés aux approches sexistes qui limitent l'accès à des femmes à des services financiers de qualité. Donc, effectivement, l'initiative MUSO est bien plus qu'un simple outil d'épargne de crédit, mais pour de nombreuses participantes, elle représente leur toute première source de financement pour leurs AGR. Donc, cela a joué un rôle dans la promotion du travail décent au sein des communautés vulnérables. Et comme on peut le dire, 2116 adolescentes et jeunes femmes âgées entre 10 à 24 ans, soit enceintes, ayant abandonné l'école, jeunes mères, employées de maison ou orphelines, ont bénéficié d'un accès au renforcement des opportunités économiques grâce à cet outil. Next. Nous pouvons aussi voir que sur ce graphe, que sur les 2116 jeunes filles vulnérables, les tranches d'âge de 10 à 19 ans ont été largement représentées, soit 94%. Next.
Agen a mis en place une stratégie de formation à distance tirée des enseignements de l'expérience de la pandémie du COVID-19 en 2019 afin de garantir une accessibilité continue à l'éducation et à la formation. Donc, les filles et les jeunes femmes durant cette pandémie sont devenues plus vulnérables et à une réduction de l'accès à une alimentation nutritive et ils courent un risque à coup de violence basée sur les gens ainsi que l'incapacité à s'échapper à la violence. Donc, ce que Agen a fait, il a poursuivi son engagement à autonomiser les adolescentes vulnérables pour qu'elles puissent atteindre l'indépendance financière grâce à des AGR, que ce soit par le biais de l'emploi ou de l'auto-emploi. À cet égard, 22 jeunes filles sont devenues de jeunes technicienne en réparation de téléphones portables après une formation hybride, c'est-à-dire à distance et en présentiel, et sur la plateforme Moodle en partenariat avec l'APF. Plus tard, en 2021, 1245 jeunes filles ont bénéficié de sessions d'éducation en ligne, comprenant l'adaptation des programmes de Agen et de la PADF pour Pan American Development Foundation. Cependant, cette fois-ci, par une stratégie d'apprentissage à distance, s'inspirant des enseignements tirés de la pandémie, les filles ont maintenant accès à des programmes de renforcement de compétences en éducation financière et en entrepreneuriat, en employabilité. Cette approche inclusive vise à renforcer les compétences des jeunes filles pour intégrer des emplois décents en les outillant pour pouvoir passer des entrevues, gérer leur budget, leurs dépenses, créer un curriculum vitae, gérer une AGR, etc. Donc, ce dispositif est disponible en ligne via une plateforme numérique, mais aussi via un dispositif digital appelé FOSS, Formation à opportunité pour succès en créole, formation et opportunité pour la réussite en français. Pourquoi un dispositif digital? C'est pour faire face au fossé numérique causé par le manque d'infrastructures Internet et d'appareils intelligents, notamment dans la plupart des zones plus reculées où interviennent Agen. Dans ce dispositif, on va trouver des microprojecteurs, des clés USB, des smartphones, etc. Donc, next. Pour renforcer la résilience des jeunes et garantir un emploi décent, des perspectives suivantes sont mises en avant. D'abord, Agen tient à capitaliser sur les ressources de formation en ligne développées par des organisations telles que APF, INFP, tout en renforçant les partenariats avec ces organisations. Cela permettra d'élargir les programmes de formation en ligne pour toucher un public plus large. Et Agen sensibilise aussi davantage l'autonomisation économique des femmes et des filles en mettant en lumière les réussites et les opportunités créées par ces programmes en ligne. Donc, une des choses que Agen fait aussi, c'est de renforcer l'accès des jeunes filles à un emploi décent, en particulier grâce à l'initiative Job Power, qui est une initiative mise en œuvre par l'organisation partenaire appelée SACALA, et qui vise à proposer des programmes de développement personnel, y compris la préparation à l'emploi, les compétences socio-émotionnelles, les compétences douces, et l'initiation à l'anglais aussi, et les compétences mathématiques. Cette initiative implique la création d'unités de production dans des secteurs porteurs offrant aux bénéficiaires un revenu stable tout au long de leur parcours d'apprentissage. Next. En somme, Agen a réussi à renforcer les compétences financières et professionnelles des adolescents vulnérables grâce à des initiatives en ligne et hors ligne,
L'organisation adapte son approche pour faire face aux défis, en adaptant son approche pour faire face aux défis de la pandémie, a offert aux adolescentes des opportunités d'apprentissage continu. Les compétences professionnelles, l'accès à l'épargne et l'apprentissage à distance sont au cœur de leur autonomisation et Agen prévoit de capitaliser sur ces réussites pour favoriser davantage l'indépendance financière des jeunes filles vulnérables, garantissant la promotion du travail décent au sein des communautés vulnérables en Haïti. Merci, c'était tout pour ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Naëlle. Merci pour cette belle présentation. Je voudrais appeler Juliette une nouvelle fois pour voir s'il y a des questions pour Marie-Naëlle. Oui, il y a une question de Bénédicte, dit bravo à vous. Comment se fait l'accès de ces filles? Y a-t-il un centre d'internat où les filles vivent dans leurs familles respectives? Merci. Merci pour la question. Donc, oui, les filles, ils vivent dans leur communauté, parfois dans des zones à risque, parfois dans des zones très reculées. Et Agen met en place des espaces sûrs pour qu'ils se rencontrent, parce que la proximité se fait à travers d'autres jeunes femmes leaders sur le terrain qu'on appelle mentors ou coordonnatrices de projet, où elles se rencontrent dans ces espaces appelés espaces PAM en créole, où ils font des activités, soit de formation ou d'autres échanges pour pouvoir être de proximité et faire mieux le suivi, évaluation de toutes ces interventions. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Marie-Naëlle. Eh bien, voilà. And now I have the pleasure to introduce our next speaker, Mr. Mahran Al-Tawil from Palestine, West Bank. Mahran holds a Master of Arts in Democracy and Human Rights and a Bachelor in Public Administration. Mahran is responsible for managing all intervention on community-based rehabilitation targeting persons with disabilities in the different governorates of the West Bank, with the aim of creating an inclusive world for all. Mahran has worked in the disability and rehabilitation sector in Palestine for the past 12 years, and he has an extensive experience in this field, working with different national and international stakeholders. Mahran, the floor is yours. Thank you so much, Pascal. First of all, I want to apologize as I don't know French language, so I will speak in English. Good evening, everyone. I am Mahran Al-Tawil, the director of the Community-Based Rehabilitation Program at Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, a non-governmental, non-profit organization based in Bethlehem and Palestine. We are very happy that we are part of this conference, and we will be showcasing some of our work focusing on inclusive economic empowerment and approach towards inclusive access to decent work for persons with disabilities. Next. I would like to start with some background information about the context of our work. In 1960s, and amidst the absence of national bodies capable of responding to the rehabilitation needs of persons with disabilities in Palestine, Basel was established as a non-governmental, non-profit organization with a vision towards an inclusive society for all. In the early 1990s, Basel adopted the community-based rehabilitation philosophy through the establishment of its CBR program. The program targets persons with disabilities from all types of disabilities, age groups, and gender, as well as their families, disabled people organizations, DBOs, government and civil society organizations. The program also adopts a right-based holistic approach and implements a twin-track approach in the design of its interventions, where it works with people with disabilities themselves and at the same time work on inclusive community development. Next. The reality of persons with disabilities in Palestine
is that of marginalization, exclusion, and limitation. This is due to these main factors: the Israeli occupation and its implications on access and movement, weak legislative and political system and their inability to respond to the needs and of issues of persons with disabilities, negative societal attitude towards persons with disabilities which tackle disability issues from a charitable or medical perspective and label them as unproductive and incapable. 4, lack of physical and informational accessibility in the different fields, such as education, health, work, and social participation. As a result of this marginalization, statistics shows that over 53% of persons with disabilities in Palestine are illiterate. 87% are unemployed. 75% are unable to use public transportation due to lack of accessibility. And around 37% of persons with disabilities under 15 years old have dropped out of school. Next. Formal education is considered key for enhanced access to employment in the Palestinian context, but giving lack of access to persons with disabilities to education due to inefficient policies and lack of accessibility, this has become an obstacle towards decent work for people with disabilities. In order to create inclusive access to decent work, the CBR program works with the local communities and the Palestinian Ministry of Education with the aim of creating an accessible formal education system, which will subsequently enhance chances for employment on the long term. The program also believes that access to rehabilitation services, such as assistive devices and assistive technology, are key for inclusion, and accordingly works through its rehabilitation teams to provide persons with disabilities with these critical services to enhance their access. In addition to this pathway of intervention, the program also focuses on creating other solutions that could enhance the access of persons with disabilities to inclusive decent work. Vocational training, in this sense, is considered one key element for generations that missed formal education and for people with disabilities who can't access suitable formal education. Next. Given the previously presented limitations, the access of persons with disabilities to decent work has been very limited, especially that persons with disabilities do not have the means to gain the skills needed for the labor market due to the lack of accessibility and inclusive settings. To counter this, the CBR at Bethlehem Arab Society for Rehabilitation has worked in a twin-track approach. On the individual level, through equipping persons with disabilities with the vocational and technical skills needed to enhance their access to work, and on the environmental level, through building inclusive training settings accessible for persons with disabilities. Next. As a first step towards equipping persons with disabilities with vocational and technical skills, the program focuses on career counseling and vocational assessment. This is mainly because one of the main issues that face persons with disabilities who did not have previous access to education is the lack of clear career vision. Career counseling aims at working with persons with disabilities to better analyze their values, interests, and abilities, with the aim of developing a clear pathway. To do so, career counseling utilizes a mixed methodology. On one hand, it opens persons with disabilities perspectives on available opportunities and explores their interests. In addition, and for the vocational assessment, we utilize Valber Assessment Unit, a set of tools used to simulate many jobs tasks through which persons with disabilities can better understand their abilities and the environment adaptations needed. As a result of career counseling and vocational assessment,
People with disabilities develop a clear career pathway, which directly indicate the types of vocational or technical trainings needed for them to gain related skills. Next. As previously explained, vocational training is considered key for persons with disabilities in the Palestinian context, given continued restricted access to educational opportunities due to lack of accessibility at many educational settings. Vocational training becomes key. In addition, there is a great potential for vocational jobs in the Palestinian labor market. And this is indicated by many studies and statistics issued specifically by chambers of commerce and industry in Palestine. But despite its importance, vocational training programs and centers remain inaccessible to people with disabilities. They lack physical and informational accessibility standards. Their programs and tools are not adapted to reflect the different needs of persons with disabilities types of disability. To counter this, the CPR program at FASL has developed a methodology to create accessible vocational training programs. For these reasons, the CPR program has developed an audit tool that measures the level of inclusivity of TVET centers in Palestine. Can you do next? The audit tool includes a set of indicators that measures the following metrics. First, institutional policies, which measures available policies adopted by the center, including policies and procedures related to discrimination based on disability. Second, physical and informational accessibility and adaptation. This measures the physical and information accessibility of the center, its facility, buildings, websites, and others. The social and cultural environment, which measures the social and cultural values, participatory approach, and others. 4, training programs and methodologies. This measures the flexibility and inclusivity of registration procedures, the design of existing training programs, methods, and tools utilized by trainers. Lastly, training curricula, which measures the accessibility of training curricula and its ability to respond to the different needs of persons with disability, with different abilities. Next. Another one. No, before that. The tool was developed to reflect the most inclusive scenario we wish to have at TVET centers. It includes a total of 40 questions or indicators. Each indicator is assessed on a scale from 1 to 4, 4 being the highest. Following the assessment and based on the measures of each indicator, a report is produced highlighting gaps and area of focus, and is followed by an intervention in order to respond to these gaps. That could include the following. Capacity building for administrative staff on inclusive policies and inclusive procedures. Recommendation on required physical and information accessibility. Capacity building for trainers on the rise of persons with disabilities. The design of inclusive vocational training programs, sign language, among others. The intervention plan varies based on the identified needs of each TVET center. The program, and through its advocacy efforts, also work with TVET centers to show them that the added value of becoming accessible. This accessibility enhances the overall image of centers and enables them to serve an important right-based cause that contributes to the development of Palestinian society and its economy. The program also works to promote inclusive TVET centers and their experience through highlighting success stories on social media and local media with the aim of encouraging others to follow in. Next.
Following successful vocational training, the CPR program at Passer works with people with disabilities through two main pathways of employment. The first pathway is what we refer to as government employment. As part of this pathway, the program works on matching qualified persons with disabilities with mapped job opportunities in Palestinian companies and institutions. The second pathway of employment is self-employment. Through this pathway, the program works in order to support people with disabilities interested to start their own business through zero interest financing opportunities. Next. As a result of these interventions, the CPR program at Passer has been able to ensure the accessibility and inclusivity of 6 major TVET centers in Palestine so far. Accordingly, on average, from 80 to 100 persons with disabilities are enrolled at accessible vocational training programs in the different vocational fields on an annual basis. The number of persons with disabilities enrolled at targeted centers have increased by 40% on an annual basis. The percentage of people with disabilities who drop out of TVET programs has been reduced by 80%. Out of those who successfully complete their TVET programs, 15% successfully managed to receive permanent or temporary employment opportunities within 3 to 6 months of graduation. Next. In conclusion, and based on our experience working to enhance access of persons with disabilities to decent work, we believe that tackling disability issues should take into consideration a twin-track approach, working with individual level to enhance their capacities and skills, while on the other hand, creating and enabling the environment for inclusion through working with organizations and institutions. In addition, we think that mainstreaming disability rights and issues in TVET could be replicated in programs focusing on TVET and inclusive decent work in Palestine and in other countries as well, because this has shown to be very effective for enhancing access of persons with disabilities to decent work and also enhancing the participation of them in the local economy. Next. Thank you for listening. We hope that this experience we have could influence other organizations and programs to consider more inclusive policies and methodologies in their program as well. And I also want to thank Abife, as it is one of our main partners to support our efforts through inclusion for all. I'm happy to answer any questions. Thank you. Thank you very much, Marhan, for your presentation, and thank you for being here with us today. And now we'll call Julia to see if we have some question for Marhan, please. Yes, so we have different questions for different people, but I will go with Marhan's question first. Bonjour, quels sont les critères de sélection d'accès au microcrédit? And then there is Eric Kibi also who said, dear Marhan, could you please develop a little bit about the developer? Thank you in advance. We also have another question. Bonjour, félicitations pour votre brillante communication. Quelles sont les dispositions prises par le syndicat pour dénoncer la violation des normes relatives à l'éducation inclusive? And then, lastly, il y a respect pour cette inclusivité. Bon courage pour votre attention à ce groupe cible. J'imagine un peu les difficultés que les personnes rencontrent dans cette situation sensible actuelle. Vos actions s'entendent partout en Palestine. Merci. Marhan, I propose you to answer the question you understood, because I think the first question was not for you, but still for Marhan Ael, because you don't spoke about microcredit. Okay, please, the floor is yours.
Pascal, the question is for me. Please, Julia, can you repeat the question about Valpar? Yes. So we have the question about Valper. Can you please develop a little bit more about Valper? Valper is it's like a tool. We imported it from Europe. These tools, we put people with disabilities in a simulation mode in order to measure three things. The first one, abilities. The second one, interests. The third one is values. And after these simulations of tools to know the abilities of people and their ability to stand, their abilities to move their fingers, their fine motors, and so on, we try to have a discussion about his interests and how these interests are matched with the abilities of the person and also with the values of people with disabilities. So it is one of our major phase in order to know the best career pathway for each person with disabilities, and then we go on to know, okay, now after we know what's suitable for this for this beneficiaries through participatory approach, we move on to the second phase, which is whether it's training, vocation training, sometimes it's formal employment or self-employment. This methodology should be very flexible based on the outcomes of such intervention, which I mean career counseling and career assessment. All right, thank you. So there is another question for you. It's in French. So they said, j'imagine un peu les difficultés que cette personne rencontre dans cette situation sensible actuelle. Vos actions s'entendent partout en Palestine. Do you have all this action everywhere in Palestine? There are All this program? yes, all the West Bank, excluding unfortunately Gaza, but we have our partners in Gaza. We have joint interventions. We try to explore and participate in a way that we can have a unified interventions. But as you know, Gaza is under siege, and we cannot go there, and they cannot come to the West Bank. But yes, it's in all the West Bank governorates. All right, Okay. those were the questions for you. Thank you very much, Marwan. I propose that for other questions, people can answer by the chat because we are late, and so we have to go on and to finish our program right now. And before, je voudrais partager un peu ce que j'ai retenu de ces quatre très bonnes interventions. Nous avons eu 4 orateurs qui, par des chemins différents, ont montré que ce travail avec les personnes vulnérables était complexe et se devait donc d'être traité de manière holistique, donc de manière multiple, via l'éducation, le social, la culture, la politique, l'économique, le psychologique, la communication, mais aussi la santé. Toutes ces initiatives misent d'abord sur l'éducation et de plus en plus depuis le plus jeune âge, comme l'a rappelé Kenziza, avec les réfugiés de la maison Shalom. Cette éducation est ensuite très souvent professionnelle, mais aussi numérique, comme l'ont signalé la plupart des intervenants, en ajoutant à cela des développements de soft skills en appui à l'employabilité et l'entrepreneuriat, ainsi qu'au financement nécessaire au développement d'une activité, comme l'a rappelé Naël, mais aussi à l'accompagnement, comme l'initiative de Bureau de l'emploi de la maison Shalom. Des avancées sont possibles et elles passent par un travail avec les institutions, avec les autorités publiques, mais aussi avec la participation, avec des plaidoyers auprès des médias, mais aussi avec
et les communautés les plus larges possibles afin d'essayer de changer le regard sur ceux qui traditionnellement sont invisibilisés ou peu visibles, mais aussi le regard de ceux-ci sur eux-mêmes. Et les appuis psychothérapeutiques qui ont été mentionnés sont évidemment très importants. Il y a aussi l'exemplarité et le rôle de modèle dont nous a parlé Samba Fatim. C'est un peu le yes, you can. But it is also, if you want to be efficient, a very accurate and organized approach, as Moran reminded us with his amazing audit tool to assess the resources available in the specific case of PWD. Voilà. Alors, je voudrais, au moment de nous quitter, vous remercier tous les orateurs et tous les participants, tous les intervenants dans les chats, d'avoir échangé avec nous pendant cette première session pratique dans le cadre de la conférence internationale d'Educate.b sur l'éducation et le travail décent. Alors, Educate reviendra pendant 3 mardis consécutifs, le 14, le 21 et le 28 novembre, à la même heure, au même lieu, avec d'autres intervenants. Alors, si ce n'est pas fait encore, et vous pouvez encore vous inscrire, bien sûr, à ces conférences. Alors, une petite évaluation a été réalisée pendant que nous parlions dans le pool, et je demanderai peut-être à Lise de pouvoir l'activer. Ça va, merci Pascal. Lise va activer OK. Donc, l'évaluation. voilà, n'hésitez pas à vous joindre aux conversations via les réseaux sociaux avec le hashtag Ed for Decent Work. Et comme annoncé, les enregistrements et les présentations de cette session sont téléchargeables sur notre site que je rappelle www.educate.b. À très bientôt donc et passez une très bonne fin de journée.